Malik n'avait que 10 ans lorsqu'il fut oublié dans la maison vide où il vivait avec sa famille adoptive. Alors que le camion de déménagement emportait les derniers cartons, il croyait encore faire partie de cette famille. Mais ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est qu'un inconnu franchirait cette porte quelques jours plus tard pour découvrir non seulement un enfant affamé allongé par terre, mais aussi un secret enfoui qui allait tout bouleverser. Il faisait déjà chaud ce matin-là quand le camion de déménagement s'est garé devant la maison. Malik s'est réveillé sur le vieux canapé du salon comme il le faisait depuis 5 ans. Ses 10 ans semblaient bien plus lourds à porter à cause des mauvais traitements qu'il subissait au quotidien. « Malik, viens ici. » « Bon à rien » hurla Déborah depuis la cuisine. « Transporte ces cartons jusqu'au camion et fais gaffe à rien faire tomber. Sinon, tu sais ce qui t'attend. » Le garçon a couru pour aider, trébuchant sur ses pieds nus. Brittany, la fille biologique du couple, était assise à table, dégustant des crêpes au miel. « Maman, pourquoi on ne le laisse pas ici ? » « Il ne sert à rien, » dit-elle en mâchant la bouche grande ouverte. « Brittany a raison, » lança Charles en portant une télé toute neuve. « Ce gosse est un poids mort. Il bouffe notre bouffe, utilise notre eau et pourquoi ? Il ne fout rien de bon. » Malik s'arrêta au milieu du salon, tenant un carton trop lourd pour lui. « Vous allez m'emmener avec vous, hein ? Je vous promets que je vais être plus sage. Je ferai tout ce que vous direz. » Déborah éclata d'un rire sec. « Et sage ? Tu n'as jamais été sage. Tu es un problème depuis le jour où tu es arrivé ici. »« Mais vous êtes ma famille, » insista Malik, les larmes aux yeux. « Une famille, » ricana Charles. « On t'a pris juste parce qu'on touchait un bon fric pour toi. Maintenant qu'on ne reçoit plus rien, tu es juste une bouche en trop à nourrir. » Brittany se leva de table. « Enfin, j'en pouvais plus de partager la maison avec ça. » Le cœur de Malik se serra. Il savait qu'il n'était pas traité comme Brittany, mais il n'avait jamais imaginé qu'il parlait de lui comme ça. Tous les soirs, il se demandait pourquoi il dormait sur le canapé pendant qu'elle avait une grande chambre, pourquoi il mangeait les restes pendant qu'elle avait des plats faits rien que pour elle, pourquoi il se faisait frapper quand il cassait quelque chose alors qu'elle, jamais. « S'il vous plaît, ne me laissez pas, » supplia Théil, agrippé à la jupe de Déborah. « Je vais changer, je vous le jure. » La femme le repoussa brutalement. « Lâche-moi. Tu changeras pas. Tu es foutu depuis le départ. Tu es né de travers et tu crèveras de travers. » Le camion se remplissait des affaires de la famille. Canapé en cuir, télévision, fringues chères, jouets de Brittany. Malik resta figé sur le perron, tenant son unique vieux sac à dos contenant 2 t-shirts troués et un pantalon usé. « Maman, il pleure », fit remarquer Brittany en riant. « Trop pathétique. »« Laisse-le pleurer, ça lui apprendra que la vie, c'est pas un conte de fées », répondit Déborah. Charles mit le moteur en marche. « Reste là et attends, Malik. Quelqu'un viendra te chercher bientôt. »« Quand ? » ?»« Aujourd'hui, » cria le garçon en courant derrière le camion. « Quand ce sera le bon moment, » mentit Charles en appuyant sur l'accélérateur. Le camion disparut dans le nuage de poussière, laissant Malik couvert de terre. Il resta là à faire signe vers le vide jusqu'à ce que le bruit du moteur disparaisse complètement. Il rentra dans la maison vide et s'assit sur le sol froid du salon. Les murs portaient encore les traces des meubles. Le silence faisait peur. Pour la première fois en 5 ans, il était vraiment seul. « Ils vont revenir » murmura-t-il. « Ils sont juste partis chercher quelque chose. Ils vont revenir. » Le premier jour, il resta sur le perron à attendre. Le soir venu, il s'allongea à même le sol puisqu'il n'avait même plus le vieux canapé. Le deuxième jour passa de la même façon. Au troisième, la faim devint insupportable. Malik courut à la cuisine, mais tous les placards étaient vides. Il trouva seulement quelques miettes au sol et un reste de lait tourné dans le frigo. Il but tout malgré le goût atroce. Le 4e jour, même l'eau du robinet commença à sortir trouble. Il but celle de la salle de bain qui avait un goût métallique bizarre. Ses jambes tremblaient à chaque fois qu'il essayait de se lever. Sa tête battait comme si on frappait dedans avec un marteau. « Pourquoi il me déteste autant ?» demandait-il au mur vide, la voix à peine audible. « J'ai toujours fait tout pour leur faire plaisir.
J'ai nettoyé la maison, lavé le linge, arrosé le jardin. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Au 5e jour, l'eau de la salle de bain s'arrêta aussi. Malik essaya de casser la fenêtre de la cuisine pour appeler à l'aide, mais il était trop faible. Ses mains frappèrent le verre comme des plumes. Au secours! Il y a quelqu'un? Je suis ici, hurla-t-il jusqu'à en avoir mal à la gorge. Personne ne répondit. La maison était isolée au milieu de nulle part. Aucun véhicule ne passait par la route de terre, aucun voisin à l'horizon. Le 6e jour, Malik ne parvenait plus à se lever. Il restait allongé sur le sol du salon, les yeux fixés sur le plafond fissuré. Ses lèvres étaient sèches et gercées. Son ventre le faisait souffrir tellement qu'il se recroquevillait comme un animal blessé. « Est-ce que je vais mourir ici ?» pensa-t-il, les yeux brûlants. C'est alors qu'il entendit le bruit d'une voiture qui s'arrêtait dehors. Ethan Brooks gara sa voiture noire devant la maison qu'il avait achetée sur Internet. Il était enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle vie loin de la grande ville. En tant que graphiste, il pouvait travailler de n'importe où et il avait toujours rêvé de vivre à la campagne. La maison paraissait plus grande que sur les photos, mais elle avait clairement besoin de rénovation. Les vitres étaient sales, la peinture s'écaillait et le jardin était envahi par les mauvaises herbes. Rien d'insurmontable avec un peu d'huile de coude. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, il trébucha sur quelque chose de mou. « C'est quoi ce truc ?» marmonna-t-il en baissant les yeux. C'était un enfant beaucoup trop maigre, sale, les yeux fermés, respirant à peine. Ethan se mit immédiatement à genoux et toucha son visage. « Lé, petit, tu m'entends? Tu peux ouvrir les yeux ?» Malik ouvrit lentement les paupières, la vision floue. « C'est toi qu'ils ont envoyé? Les 8 cœurs? C'est eux qui t'ont envoyé? Les 8 cœurs? Je ne connais pas de cœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Où sont tes parents? Demanda Ethan, inquiet. Ils sont partis. Ils m'ont laissé ici il y a quelques jours. Ils ont dit que quelqu'un viendrait me chercher, répondit Malik d'une voix faible, à peine un souffle. Ethan sentit la colère monter en lui. Ils t'ont abandonné ici, tout seul, sans nourriture ni eau? J'étais bon à rien de toute façon. C'est ce qu'il disait toujours. Sans réfléchir, Ethan prit l'enfant dans ses bras et le porta jusqu'à la voiture. Malik ne pesait rien, comme s'il était fait de papier. Sur le chemin de l'hôpital, le garçon raconta son histoire par bribes entre 2 micro-siestes. Il me frappait quand je cassais quelque chose. Je dormais sur le canapé. Je ne mangeais que ce qu'il restait dans l'évier, murmura Malik, les yeux fermés. Et la fille, Brittany, elle avait sa propre chambre, un ordi, des vêtements neufs. Elle disait toujours que j'étais un poids mort, qu'un jour il se débarrasserait de moi. Ethan serra le volant avec rage. Mais quel genre de monstre peut faire ça à un enfant? À l'hôpital, pendant que Malik recevait des perfusions et des soins, il continua de raconter des détails de sa vie passée. Chaque mot arraché à ce garçon renforçait la colère d'Ethan. « Pourquoi tu fais ça pour moi ?» demanda Malik alors qu'Ethan lui apportait un sandwich chaud. « Parce que tout le monde mérite d'être traité avec respect, surtout un enfant, » répondit Ethan en l'aidant à manger doucement. « Personne ne t'a jamais traité gentiment? » Non, jamais. Je croyais que c'était normal, admit Malik. Je pensais que tous les enfants adoptés vivaient comme ça. Non, Malik, aucun enfant ne mérite ça. Tu n'as rien fait de mal. Ce sont eux, les fautifs. 2 jours plus tard, une fois Malik remis sur pied, ils retournèrent à la maison. Ethan voulait comprendre toute l'histoire avant d'alerter la police. Il avait besoin de preuves. En fouillant les pièces vides à la recherche d'indices, il marcha sur une latte du plancher qui sonnait creux dans la chambre principale. « Malik, viens voir, il y a quelque chose de bizarre sous le sol. » Ils soulevèrent la latte et découvrirent un coffre en bois caché sous le plancher. À l'intérieur, des objets brillaient malgré la faible lumière, des bijoux de grande valeur, des cadres dorés, des liasses de billets et plusieurs documents anciens. « Ça vaut une fortune, » dit Ethan en prenant un carnet à la couverture en cuir. « Regarde qui l'a écrit. Sarah Montgomery. »« Malik, c'est quoi ton nom complet ? » « Malik Montgomery. »
Mais les 8 cœurs m'ont toujours dit que c'était juste un nom inventé. Ethan ouvrit le carnet et commença à lire à voix haute. Mon mari James et moi sommes propriétaires de la ferme Montgomery depuis 15 ans. Notre fils Malik est notre plus grande joie. Si quelque chose nous arrive, nous voulons qu'il sache qu'il a toujours été aimé et que tout ceci lui revient de droit. Les mains de Malik se mirent à trembler. Ce sont mes vrais parents, mes parents biologiques. On dirait bien. Écoute la suite. Déborah et Charles travaillent chez nous en tant qu'intendants depuis 3 ans. Nous leur avons toujours fait confiance pour s'occuper de la propriété en notre absence. Mais dernièrement, Sarah a commencé à se méfier. Elle pense qu'ils fouillent dans nos affaires. Ethan poursuivait sa lecture, la voix de plus en plus tendue à mesure qu'il tournait les pages. Des documents importants ont disparu du bureau. Nos bijoux ont été remplacés par des imitations. Sarah a surpris Charles en train de fouiller dans le coffre de la banque. Quand nous les avons confrontés, ils ont inventé des excuses ridicules. « Qu'est-ce qu'il y a d'autre » demanda Malik, inquiet. « La fin est dure, Malik. Tu es sûr de vouloir entendre » Le garçon acquiesça lentement. Ethan inspira profondément et continua. « Si nos soupçons sont fondés, Déborah et Charles prévoient de nous éliminer pour s'emparer de notre fortune. Nous avons caché nos biens les plus précieux ici sous le plancher de notre chambre. Si quelque chose nous arrive, que notre fils Malik sache la vérité. Il est le seul héritier légitime et que les coupables paient pour leurs actes. » La dernière page était tachée comme si des larmes y avaient coulé. « Demain, nous allons les confronter une bonne fois pour toutes. Si nous ne revenons pas à la maison, que quelqu'un trouve ce carnet et rende justice à notre fils et à nous. » Malik resta silencieux un long moment. Lorsqu'il parla enfin, sa voix avait changé. Elle était plus posée, plus forte. « Ils ont tué mes vrais parents et ensuite ils m'ont gardé comme un esclave pour que personne ne pose de questions. » Ethan referma le carnet avec soin. « Maintenant, je comprends tout. Tu étais la preuve vivante de leur crime. C'est pour ça qu'ils t'ont gardé sous la main. Mais en te maltraitant comme ça, si quelqu'un demandait où était le fils des Montgomery, ils pouvaient dire qu'ils s'en occupaient. Et si je mourais dans cette maison abandonnée, ils auraient dit que c'était un accident, ajouta Malik. Mais tu n'es pas mort et maintenant, on a toutes les preuves qu'il nous faut. » L'histoire de Malik s'est propagée dans les journaux et à la télévision comme une traînée de poudre. Un enfant abandonné découvre qu'il est l'héritier d'une fortune volée. C'était le titre qu'on voyait partout. Les photos de lui à l'hôpital, maigre et blessé, ont bouleversé tout le pays. Déborah faillit faire tomber sa tasse de café en voyant la télévision allumée dans la cafétéria. « Charles, regarde qui est passé à la télé. »« Merde, ce gamin est encore en vie », grogna Charles en se levant brusquement de sa chaise. « Et apparemment, il a trouvé notre fric », ajouta Déborah, blême. « Il faut qu'on le retrouve avant qu'il ne soit trop tard. » Brittany, le nez collé à son téléphone, releva la tête. « Sérieusement, vous comptez faire semblant de l'aimer maintenant ? Il va tout de suite flairer l'arnaque. C'est notre seule chance d'éviter la prison, Brittany. Si on arrive à faire croire que c'était un malentendu, qu'on tient à lui, peut-être qu'il acceptera de partager l'argent, expliqua Déborah. Et s'il refuse ? Dans ce cas, on s'en débarrasse définitivement. Cette fois, à l'hôpital, Malik jouait avec un puzzle qu'Ethan lui avait offert quand une infirmière entra précipitamment dans la chambre. « Malik, il y a des gens dehors qui disent être ta famille. Ils veulent te voir. » Le corps du garçon se figea. « C'est eux. J'ai reconnu leur voix dans le couloir. Ils sont venus pour moi. Respire, Malik. Tout va bien. J'ai déjà prévenu le commissaire, comme on avait dit. Ils ne pourront plus jamais te faire de mal, répondit Ethan en lui serrant la main. Et s'ils arrivent à m'emmener ? Et si personne ne me croit ? Regarde-moi, Malik. On a toutes les preuves, le journal, le trésor, les documents. Ils ne s'en sortiront pas. Déborah, Charles et Brittany entrèrent dans la chambre avec des sourires forcés collés au visage. Brittany avait même amené une boîte de crayons de couleur et une boîte de chocolat. Malik, mon petit trésor, on t'a cherché partout, lança Déborah en essayant de le prendre dans ses bras.
Mais Malik se réfugia derrière Ethan. Mon garçon, tu nous as fait une de ces peurs, mentit Charles sans sourciller. On a fouillé toute la région. Je t'ai apporté tes crayons préférés et des bonbons, ajouta Brittany d'un ton forcé, contenant mal son agacement. Vous m'avez abandonné, bégaya Malik en tremblant. Vous avez dit que j'étais un poids mort, que je ne servais à rien. Chérie, tu as du mal comprendre. Jamais on ne dirait ça, insista Déborah. C'est tout un énorme malentendu. On croyait que tu étais dans le camion avec Brittany. Mensonge. Hurla Malik. Vous avez dit que quelqu'un viendrait me chercher. Vous m'avez laissé là pour mourir. Malik, tu dis ça parce que tu es perturbé, tenta Charles, feignant l'inquiétude. On est ta famille, on t'aime. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous me frappiez. Je dormais sur le canapé. Je ne mangeais que les restes. C'est à ce moment-là que le commissaire entra dans la chambre avec 4 policiers. Famille à heure, vous êtes en état d'arrestation. L'atmosphère changea instantanément. Les sourires disparurent. Arrêtez, mais c'est notre fils, cria Déborah, paniquée. Pour homicide volontaire, vol, tentative de meurtre, mauvais traitement sur mineur, séquestration et détournement de biens, répondit le commissaire en montrant le mandat d'arrêt. Nous avons retrouvé toutes les preuves dans la propriété des Montgomery. Charles tenta de s'enfuir vers la porte, mais 2 policiers le plaquèrent au sol avant même qu'il n'ait pu faire 3 pas. Vous n'avez rien pour prouver ça, c'est juste la parole d'un gamin traumatisé contre la nôtre. En réalité, nous avons le journal complet des parents biologiques de Malik, des documents falsifiés par vos soins ainsi que plusieurs témoignages confirmant les abus, expliqua calmement le commissaire. Brittany éclata en sanglots. J'ai rien fait. J'étais qu'une enfant quand mes parents ont fait ça. Je suis mineure. Tu seras aussi tenu responsable de tes actes. L'établissement de rééducation pour mineurs t'attend. Malik, tu peux pas nous laisser faire ça, supplia Déborah. On t'a élevé. On t'a donné un toit. Malik la fixa droit dans les yeux pour la première fois depuis des années. Vous m'avez donné l'enfer et vous avez tué mes vrais parents. Les 3 furent emmenés menottés, criant des menaces et des promesses creuses. Malik les regarda sans un mot, accroché au bras d'Ethan. Pour la première fois depuis 10 ans, il n'avait plus peur. Les monstres de sa vie partaient enfin là où ils devaient être. 6 mois plus tard, Malik était assis à la table de la salle à manger dans la maison qui lui appartenait désormais officiellement. Il mangeait une lasagne maison préparée par Ethan. La table était joliment dressée avec de vraies assiettes, des serviettes en tissu et de beaux verres. Rien à voir avec les restes mangés debout dans l'évier. Ethan, dit Malik en s'essuyant soigneusement la bouche. Oui, champion. Tu voudrais devenir mon vrai père? Genre, officiellement? La question sortit à voix basse, comme s'il avait encore peur de demander trop. Ethan posa sa fourchette et le regarda droit dans les yeux. Et Malik, je me sens déjà comme ton père depuis longtemps et si tu veux que je t'adopte officiellement, ce serait un honneur. Je veux plus que tout. Mais tu es sûr? Des fois, je suis pas facile. Ethan sourit en le prenant dans ses bras. Tous les enfants sont parfois difficiles. Ça fait partie du jeu. Et toi, tu n'as jamais été un problème. Tu es le meilleur fils que j'aurais pu espérer. 2 ans passèrent à toute vitesse. Ethan se maria avec Danielle, une prof de maths qu'il avait rencontrée au collège de Malik. Elle ne s'était pas contentée d'adopter Malik sur le papier. Elle était devenue une vraie mère pour lui. Elle l'aidait avec ses devoirs, préparait des gâteaux pour son anniversaire, ratait quand sa chambre était en désordre et l'emmenait chez le médecin quand il était malade. Malik, à table, cria Daniel depuis la cuisine. Et lave-toi bien les mains. J'arrive, maman, répondit-il en courant vers la salle de bain. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un se souciait de savoir s'il s'était lavé les mains. La première fois qu'il avait un lit à lui avec des draps propres et un oreiller moelleux, la première fois qu'on lui demandait comment s'était passée sa journée à l'école. Malik découvrit qu'il était très intelligent une fois qu'il eut enfin l'occasion d'étudier pour de vrai. Ses notes étaient parmi les meilleures de sa classe. Il dévorait les livres comme s'il s'agissait de nourriture après une semaine de jeûne.
Ses professeurs admiraient sa curiosité et sa soif d'apprendre. Malik, tu veux faire quoi plus tard? Médecin, répondit-il sans hésiter. Je veux aider les gens comme Ethan m'a aidé. Je veux sauver des vies. Pourquoi précisément médecin? Parce que je sais ce que c'est que de se sentir abandonné et blessé et je veux prendre soin de ceux qui souffrent. Les années passèrent en un éclair. Malik obtint son bac avec mention et fut nommé orateur de sa promotion. Il réussit le concours de médecine du premier coup. Pendant les 6 années d'études, Ethan et Daniel furent toujours à ses côtés pour célébrer ses victoires et le soutenir dans les moments difficiles. Le jour de la remise des diplômes de médecine, 15 ans après avoir été retrouvé presque mourant, Malik monta sur scène pour recevoir son diplôme. Ethan et Daniel étaient au premier rang, les yeux pleins de larmes, de fierté et d'émotion. « Merci, ma famille », dit Malik au micro, tenant son diplôme bien haut. « Merci de m'avoir montré ce qu'est l'amour, le vrai. » Pendant ce temps, dans une prison pour femmes du département, Brittany retrouva sa mère adoptive après 5 ans. Déborah était méconnaissable, cheveux blancs, visage marqué et dents, bien loin de la femme fière qu'elle était autrefois. Brittany. Mon Dieu, comme tu as grandi, dit Déborah, surprise. J'ai grandi en tôle, maman, comme toi, répondit Brittany d'un ton amer. 15 ans enfermée à cause de ta foutue avidité. Et Charles est mort l'an dernier. Crise cardiaque en isolement, sanglota Déborah. On a tout perdu. La liberté, la famille, la dignité. Et Malik, il est devenu médecin. Il passe parfois à la télé. On dirait qu'il est heureux. De son côté, Malik réalisait sa 3e opération de la journée à l'hôpital de la ville. Ses mains, autrefois tremblantes de peur et de faim, sauvaient désormais des vies avec précision et douceur. En sortant du bloc opératoire, Ethan l'attendait dans le couloir avec un café bien chaud. « Alors, docteur ? J'ai sauvé une autre vie aujourd'hui », sourit Malik en retirant son masque chirurgical. Une petite fille de 8 ans renversée par une voiture. Ça n'a pas dû être facile. Tes parents biologiques seraient fiers de toi. Et toi, papa, tu es fier? Plus fier? C'est pas possible. Tu es ma plus grande réussite. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous pour dire ce que vous avez ressenti et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il y a toujours une seconde chance, même après les pires tempêtes.